Deux délégations au cabinet du président de la Cour constitutionnelle du Bénin. La première, l'association Femmes d'Impact. La deuxième, c'est le Comité national olympique et sportif du Bénin. Le point est à suivre dans ce journal. Les fidèles musulmans se préparent à fêter l'Aïd el-Kébir prévu pour ce samedi 9 juillet 2022. Les marchés de bétail s'animent déjà à la veille de cette célébration. L'ambiance dans le marché de Vaudjay à suivre également. Et puis en interactualité, les pluies torrentielles qui se sont abattues ces derniers jours sur la Côte d'Ivoire ont fait 19 morts et 5 blessés, a indiqué jeudi le Conseil national de sécurité présidé par le chef de l'État Alassane Ouattara dans un communiqué. Mesdames et messieurs, voilà pour le sommaire. Le développement est à suivre absolument. Merci d'être au rendez-vous de cette session d'information sur Speedline Télévision, démarrant par cette triste nouvelle au démarrage de ce journal. L'ex-premier ministre japonais Shinzo Abe est décédé. Il a succombé après son attaque par balle en plein meeting électoral. L'ancien chef de l'exécutif prononçait un discours en fin de matinée près d'une gare à Nara, dans l'ouest du Japon, lors d'un rassemblement de campagne électorale en vue des élections sénatoriales et de dimanche, un attentat qui a suscité donc une vive émotion au Japon et à l'étranger. Shinzo Abe avait donc 67 ans. D'une triste nouvelle à une autre, décès en Espagne ce matin de l'ancien président angolais José Eduardo dos Santos, hospitalisé depuis le 23 juin dernier suite à un arrêt cardiaque. Cette figure emblématique de la politique en Angola a rendu l'âme ce vendredi en fin de matinée dans une clinique plutôt à Barcelone. Retour sur la vie et le parcours de politique de celui qui a passé 38 années à la tête de son pays. Reportage. José Eduardo dos Santos, ou encore le parrain, comme il se fait appeler, était une figure incontournable de la politique en Angola. C'est à Sabisanga, dans le nord de la province de Luanda, qu'il est né le 28 août 1942. C'est dans ce quartier pauvre qu'il fait ses classes primaires avant de rejoindre le lycée Salvador Correia de Luanda. À 19 ans, José Eduardo dos Santos rejoint le MPLA, l'une des organisations nationalistes clandestines de son pays avant de rejoindre un peu plus tard la lutte armée. C'était donc le début d'une longue carrière politique. En 1975, à l'indépendance de l'Angola, le parrain siégeait déjà au comité central du MPLA. Il intègre alors le gouvernement d'Agostinho Neto et devient Premier ministre. À la mort de ce dernier en 1979, José Eduardo dos Santos prend la tête du pays et devient président de l'Angola. Fin stratège, il conserve son fauteuil sans partage pendant 38 longues années. Sous son règne, l'Angola connaît la guerre civile pendant 27 années. Sa légitimité est longuement contestée par l'UNITA de Jonas Savimbi, principal rival du MPLA. Il parviendra quand même à ramener le calme au début des années 2000. Mais à partir de 2011, des voix s'élèvent de plus en plus contre son pouvoir et sa gouvernance est contestée par la jeunesse. Mais il est resté au-dessus de la mêlée jusqu'en 2017 où il annonce définitivement qu'il ne sera pas candidat à l'élection présidentielle de la même année. Le 26 septembre 2017, José Eduardo dos Santos, dit le parrain, quitte le pouvoir après 38 années de gouvernance, mais continuait de contrôler la machine d'État jusqu'à sa mort à Barcelone ce vendredi matin à 79 ans. Il laisse derrière lui une femme et 3 enfants. Et ce journal se poursuit. Retour au Bénin. Dans son dernier conseil des ministres, le gouvernement a décidé de la réduction de factures de raccordement à l'énergie électrique. Prix du branchement 20 000 francs CFA et pas moins de 2 millions de branchements prévus. Le directeur général de la SB2E a rencontré la presse pour en expliquer les modalités. La mise en œuvre quand même de ce projet-là va coûter une première évaluation 107 milliards au gouvernement. Le réseau, dans certains endroits du pays, ne peut pas supporter un affluent de clients additionnels. Dans un premier temps, il y a un projet au niveau du gouvernement pour remettre les réseaux de moyenne tension au niveau. Certaines zones ne pourront pas bénéficier tout de suite de ce privilège-là. Il va falloir d'abord les mettre à niveau. Une fois qu'ils vont être à niveau, on va pouvoir faire le branchement. À une certaine distance du réseau,
on est obligé de faire une extension, rajouter des poteaux, rajouter des câbles. La première phase doit être dans un réseau qui est normalisé, qui est en bonne santé, je veux dire santé technique, et dont la maison pour le branchement est aux alentours de 40 mètres ou moins. Ces populations-là vont pouvoir bénéficier très rapidement de ce projet-là. Par la suite, il y aura d'autres phases qui vont constituer à faire des extensions de réseau et des mises aux normes. Il y a des instructions qui vont être données aux directions commerciales. Quoi dire et comment bien recevoir les gens pour bien leur expliquer. On va pouvoir aussi à ce moment-là les renseigner s'ils sont éligibles dans un premier temps. À partir de cette information-là, on va pouvoir les guider vers Controlec pour pouvoir faire l'évaluation de leur installation intérieure et faire le branchement par la suite. Un employé de l'SBE n'est absolument pas autorisé à rencontrer des clients, à solliciter des fonds ou d'aucune manière possible, quel que soit un certain type de renseignement ou autre. Vous allez dans les agences, pas ailleurs. Vous pouvez rencontrer un technicien sur le terrain qui va vous parler de oui, bien, il va vous diriger à l'agence. Si quelqu'un ne fait pas ça, ce n'est pas un agent de la SBE ou c'est un agent de la SBE qui fait quelque chose de complètement illégal. L'annonce du gouvernement ne précise pas qu'on ne peut pas commencer tout de suite, donc nous, on va commencer tout de suite. La décision de brancher passe d'abord par une évaluation de où et est-ce que le réseau est en mesure de prendre ce volume-là. Le branchement devrait s'exécuter dans une période d'environ 4 à 5 jours. Évidemment, avec l'affluence qui va avoir lieu, il y aura peut-être un peu de délai, mais on va mettre plus d'équipes. Mais 4 à 5 jours devrait être un temps normal pour pouvoir arriver à brancher les clients. La politique, elle est excessivement ambitieuse. On va aller plus vite, plus loin. Donc, on dit on peut aller à 2 millions de clients. Rappelons-nous que jusqu'à 2024, on parle d'un coût total de 20 000 francs, 25 à 2026. Audience à la Cour constitutionnelle du Bénin, 2 délégations étaient au cabinet de Joseph Diogbenou pour échanger avec lui. Il s'agit des membres du comité d'organisation de la distinction Femmes d'Impact, acte 2 d'une part, et le comité national olympique du Bénin d'autre part. Détail dans ce reportage signé Kinette Egaoui. La première délégation reçue par le président de la Cour est le comité d'organisation de la distinction Femmes d'Impact. Avec le président Joseph Diogbenou, ils ont discuté de l'acte 2 de cet événement. Occasion aussi pour eux d'informer leur hôte sur l'aboutissement imminent d'un projet littéraire. Nous avons été reçus en audience ce matin par le président de la Cour constitutionnelle. L'objectif pour nous, c'était de lui présenter l'événement Distinction Femmes d'Impact, l'acte 2, et surtout lui parler de l'ouvrage que nous sommes en train d'éditer qui sera lancé au cours donc de cet événement le samedi 23 juillet 2022 à 15h à Blouzonzongo. Le concept Femmes d'Impact, c'est un concept que nous avons pensé, un concept que nous avons innové et également qui s'est amélioré dans le temps. Ce concept a pour objectif de promouvoir les femmes qui se battent au quotidien, les femmes qui arrivent facilement à concilier leur vie de famille et leur vie professionnelle. Moment d'échange et d'exposé riche en acquis pour les visiteurs du chef de la haute juridiction. Au terme de cette discussion très intéressante avec le président de la Cour constitutionnelle, nous avons reçu beaucoup de conseils. Le président a apporté vraiment des idées novatrices et intéressantes à notre concept et nous promettons vraiment d'en tenir compte pour améliorer les prochaines éditions. Place ensuite au Comité national olympique du Bénin, CNOS-BEN. La délégation conduite par son président, Julien Minavoa, est venue remercier Joseph Diogbenou pour sa participation à la marche initiée par le CNOS-BEN à l'occasion de la Journée internationale du sport au service du développement et de la paix. Le 18 juin dernier, le Comité olympique avait initié une marche dans le cadre de la célébration de la Journée internationale du sport au service du développement et de la paix. Nous avions souhaité avoir autour de nous toutes les composantes de la nation. Nous avions souhaité venir à lui et lui présenter nos reconnaissances de vive voix. Nous en avons profité évidemment pour permettre à Monsieur le Président d'avoir une plus profonde appréciation de ce qu'est le Comité national olympique et sportif béninois.
Il nous a fait un très bon développement. Nous n'avons pas manqué d'apprécier cela. Et nous trouverons le créneau pour échanger avec lui afin de mieux concrétiser la conception du sport. La délégation a saisi l'occasion pour éclairer davantage le président de l'institution sur le rôle du Comité national olympique et sportif du Bénin. La Tabaski, appelée aussi Aïd el-Kébi, signifie littéralement la grande fête. Elle est la fête la plus importante de l'islam après l'Aïd el-Fitr, la fête qui célèbre la fin du Ramadan, la fête où les musulmans offrent des sacrifices à Allah et partagent assez de viande à leurs proches et aux nécessiteux. Quel est le vrai sens de l'immolation au cours de cette fête et quelle est son importance? La réponse est à suivre dans ce reportage signé Olive Biaou et Mathieu Soso. La Tabaski, c'est la fête qui commémore la soumission totale du patriarche, le prophète Ibrahim, alayhi salam, à son Seigneur. Le prophète Ibrahim, alayhi salatu wassalam, a été éprouvé 2 fois. Et toutes les fois, ça a toujours rapport avec son fils Ismaël, à qui il s'est investi sur tout ce qui concerne l'éducation de cet enfant-là. C'est cet enfant que le prophète Ibrahim voit pendant les rêves en train d'immoler, en train d'égorger, en train de sacrifier pour son Seigneur. Il a essayé de consulter cet enfant-là, de voir ce que l'enfant va dire. Alors il a appelé son enfant. Je me suis vu en train de t'immoler, en train de te tuer, en train de te sacrifier à mon Seigneur. Qu'en penses-tu? L'enfant dit, fais ce que ton Seigneur te recommande. Il a amené l'enfant, puisque l'enfant a déjà accepté, il a amené l'enfant là où il veut passer à l'acte. Il a attaché l'enfant. L'enfant lui dit, attache-moi bien. Fasse que tu ne sois pas éclaboussé par mon sang. Mais sois endurant, parce que c'est une épreuve. L'enfant dit à son papa, sois endurant. Le prophète Ibrahim veut passer maintenant à l'acte. Il prend le couteau. Il met le couteau sur la gorge de l'enfant, mais le couteau ne coupe rien. Il met le couteau, il fait les actions, le couteau ne coupe rien. Alors, Dieu le Tout-Puissant a substitué, a remplacé Ismaïl par un bélier. C'est de là que la fête de la Tabaski, c'est la source même de la fête de la Tabaski. C'est la soumission totale du prophète Ibrahim à Allah. Donc, c'est une tradition que les musulmans ont héritée du prophète Ibrahim. Une tradition que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a hérité du prophète Ibrahim et que nous, musulmans, aujourd'hui, nous avons hérité du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qui sont ceux-là qui sont autorisés à tuer le mouton? Tout d'abord, la première condition, c'est l'islam. Donc, c'est le musulman qui doit tuer le mouton pour la Tabaski. C'est la première condition. La deuxième condition, c'est la capacité. Il faut avoir la capacité de le faire. Si vous n'avez pas la capacité, n'allez pas vous endetter. Et une autre condition, c'est que le musulman ne doit pas être au pèlerinage, que ce soit un musulman qui est dans son pays. Si vous n'avez pas de moyens, il n'y a pas de contrainte dans la religion islamique. Mais si vous avez de moyens et que vous ne sacrifiez pas à cette adoration, puisque c'est une adoration, si vous avez de moyens et que vous ne sacrifiez pas, vous n'honorez pas cela, là ça devient un péché. Les fidèles musulmans se préparent donc à fêter l'Aïd el-Kébi prévu pour ce samedi 9 juillet 2022. Les marchés à bétail s'animent déjà à la veille de cette célébration. L'ambiance dans le marché de Vaudjè à Cotonou avec Romaric Dossa et Pierre Akapo.
Nous sommes à la veille de la fête de l'Aïd el-Kébir, communément appelée Tabaski ou fête des moutons. Elle se prépare déjà sur les marchés à bétail. Dans ce marché où les moutons sont à perte de vue, les clients sont presque tous des musulmans. Chacun est à la quête de l'animal à sacrifier pour se conformer à la prescription de l'islam. Ce que les amis font là, ce n'est pas bon. Il n'y a qu'à diminuer les prix. S'ils ont diminué les prix, on peut acheter. Mais s'ils ne diminuent pas, pas la peine. Je ne m'attendais pas à ce prix que je suis en train de voir sur le marché. Donc c'est très cher. On ne sait pas ce qu'il y a à la base de tout ça. Je ne sais pas si, et à l'approche des fêtes comme ça, les gens ont certaines informations qui les poussent à augmenter les prix sur le marché. On ne comprend plus rien. Hein? Tu vas faire élevage pour dépenser sur mouton. Sur un mouton, la personne va venir te mettre en bas en même temps. Ça ne va pas se passer. Ils n'ont qu'à faire sortir l'argent. Ils n'ont qu'à dire la vérité. Nous, on est là pour eux. Et ils sont là pour nous. On ne veut pas égorger pour manger. Chaque jour, on a amené. Quoi qu'il en soit, la fête aura bel et bien lieu. Les prix des bêtes varient en fonction de la taille de l'animal. Il y a les moutons moins chers, il y a les moutons chers. C'est les qualités. Il y a les qualités, différentes qualités. Si tu veux mouton qualité cher, tu vas acheter cher. Si tu veux moins cher, il y a moins cher. Malgré que les moutons sont 40 000, c'est pas cher. 50 000, 35 000, 30 000, il y a les moutons de 30 000. Donc, il faut faire sortir l'argent seulement. Des gens qui attendent le dernier jour pour dire c'est là que ça serait cher, ça serait moins cher. Non, c'est pas ça. Ça dépend de ce que Dieu a voulu. Bon, on ne peut rien. Comme c'est un devoir, on va se plier en quatre pour pouvoir l'acheter. Il faut voir Dieu pour acheter les choses, pour vendre les choses. Sinon, nous, c'est cher, ce n'est pas cher, moi je vais acheter. Ça c'est sûr. Je dois fêter. Bien bon. Fête la plus importante de l'islam, l'Aïd el-Kébir, se déroule au lendemain du grand rassemblement des pèlerins à la Mecque sur le mont Arafat. Elle marque chaque année la fin du Hajj et commémore la soumission d'Ibrahim à Dieu. Hors des frontières béninoises, à présent, les pluies torrentielles qui se sont abattues ces derniers jours sur la Côte d'Ivoire ont fait 19 morts et 5 blessés, a indiqué jeudi le Conseil national de sécurité, présidé par le chef de l'État Alassane Ouattara. Dans un communiqué, le bilan à ce jour fait aussi état de 151 personnes mises en sécurité et 13 évacuées, ainsi que des inondations et de nombreux dégâts matériels dans plusieurs quartiers du Grand Abidjan. Reportage. Il pleut toujours dans la capitale économique ivoirienne. Des corps sont déterrés dans la boue et certains se retrouvent sans abri, avec des faibles chances de retrouver des documents précieux. Au registre, une vingtaine de morts et 5 blessés selon les chiffres communiqués par les autorités. Ces catastrophes naturelles imputées au changement climatique, aux sociétés en charge du drainage et de la construction des voiries, laissent place à des paysages de désolation. Mais depuis qu'ils ont fait les routes là, c'est vrai qu'ils ont fait, les gens pas d'eau sont contents, mais nous vraiment, on n'est pas contents. C'est comme ils ont fait ici une sortie de l'eau. À Abidjan, une personne sur 5 vit dans des zones inondables. Le changement climatique, principal accusé des dégâts causés par les pluies torrentielles, n'est pas seul en cause. C'est la ville qui est une ville béton, c'est une ville bitume, c'est une ville tôle. Et du coup, l'eau n'a plus sa place dans la ville. Et toutes les eaux qui devaient partir en infiltration sont réservées à l'écoulement. Et toutes les eaux se retrouvent au même endroit. Du coup, c'est une bonne quantité d'eau qui doit circuler. Un ouvrage d'assainissement, il a besoin d'être régulièrement revisité. En 24 heures, plus de 700 mm d'eau sont tombés, l'équivalent de 2 mois de pluie. Les jours à venir s'annoncent moins inquiétants selon la météo, mais la vigilance est de mise. La SODES m'avait annoncé qu'on aura une quantité de pluie qui sera supérieure à 640 mm. Donc on a largement dépassé les 640 mm de pluie. On est pratiquement à 740 mm de pluie. Pour éviter les drames liés aux inondations, les secours continuent de s'organiser. Toutes nos troupes sont en alerte.
dans les différentes casernes. En plus du personnel qui en allait comme les jours ordinaires, nous avons des équipes d'intervention aquatique, nous avons aussi des équipes de recherche en milieu périlleux et nous avons aussi des équipes de sauvetage déblaiement accompagnées d'une équipe cynotechnique. Nous prévoyons aussi souvent d'éventuels renforts en cas de débordement. Le 20 juin dernier, 4 enfants ont été tués suite aux inondations, le mois de juin étant le mois le plus pluvieux au sud de la Côte d'Ivoire. La Coupe d'Afrique des Nations, initialement prévue en juin et juillet 2023, aura finalement lieu en janvier 2024 pour les mêmes raisons climatiques. Rendons-nous à présent en Guinée. 3 leaders d'un collectif ont été inculpés et écroués jeudi pour outrage à magistrat avant un procès prévu pour ce vendredi à Conakry où leurs partisans défiaient l'interdiction de la junte militaire au pouvoir de manifester, protestant donc contre leur arrestation. Ces manifestations qui ont commencé mardi soir sont les premières depuis l'arrivée au pouvoir des militaires dans un contexte de mécontentement grandissant et de détention donc de plusieurs ex-responsables par une cour spéciale anticorruption. Alors que 3 membres du Front National pour la défense de la Constitution, FNDC, ont été inculpés et écroués mardi en Guinée, leurs partisans ont protesté contre leur arrestation dans les rues de la capitale Conakry. Bravant l'interdiction de manifester, proclamée par la junte militaire au pouvoir le 13 mai dernier, ces défenseurs du FNDC se sont confrontés aux forces de l'ordre. On revendique pour la libération de Gianni Alpha, notre artiste, Fonike Menge et l'autre, Ibrahim Diallo. Les membres du FNDC arrêtés ont été inculpés d'outrage et d'injures publiques pour avoir notamment critiqué le Conseil national de transition mis en place par les militaires au pouvoir. Leur procès est prévu vendredi matin. Une grande partie de la classe politique a condamné leur arrestation et s'est indignée de la méthode qui ne va pas dans le sens du dialogue national ouvert et inclusif, a affirmé l'Union européenne jeudi. 17 policiers ont été blessés, dont un grièvement ces 3 derniers jours dans les heurts qui ont eu lieu à Conakry. Le Premier ministre britannique Boris Johnson a annoncé sa démission du Parti conservateur. 3 ans après son accession à Downing Street, Boris Johnson, 58 ans, a été poussé vers la sortie après des démissions en cascade au sein de son gouvernement et une succession donc de scandales. Reportage. Un balai de nouveaux ministres au 10 Downing Street après l'avalanche de départ au sein du gouvernement britannique qui a poussé Boris Johnson à quitter la tête du Parti conservateur. Première étape avant son départ du poste de Premier ministre. Bojo n'a pas l'intention de quitter le pouvoir avant que son successeur ne soit désigné, même si dans l'opposition comme dans son propre camp, de nombreuses voix réclament sa démission immédiate. Pour beaucoup de Britanniques, le mandat de Boris Johnson n'a que trop duré. L'opinion publique ne veut pas que son intelligence soit insultée sans cesse par des affaires et des excuses ridicules. Plus vite Johnson aura quitté le gouvernement, mieux ce sera vraiment. Les Tories sont évidemment en train de manœuvrer pour voir qui va remplacer Boris Johnson. C'est assez divertissant. Mais je préférerais qu'il y ait des élections pour qu'on puisse se débarrasser d'eux complètement. Cette crise politique au Royaume-Uni intervient dans une période délicate avec la guerre en Ukraine, mais aussi les tensions post-Brexit entre Londres et l'Union européenne autour du protocole nord-irlandais. Pour cet expert, le changement de Premier ministre pourrait cependant avoir un effet limité. Les Européens vont être soulagés par le départ imminent de Johnson, mais en même temps, ils sont dubitatifs. Ils ont vu la liste des candidats conservateurs en lice pour le remplacer. Ils ont vu l'ensemble de l'agenda politique, les débats toujours plus vifs autour du protocole nord-irlandais. S'il y a une amélioration dans les relations, elle sera très lente. Qui prendra la succession de Boris Johnson? Les paris sont lancés au Royaume-Uni. 2 favoris semblent se dégager, le ministre de la Défense Ben Wallace et la secrétaire d'État au commerce extérieur Penny Mordaunt. Et parlons à présent de la guerre en Ukraine. Vladimir Poutine met au défi les Occidentaux de défaire la Russie. Ils veulent nous vaincre sur le champ de bataille. Que dire qu'ils essaient a lancé donc le président russe lors d'une réunion avec les chefs des groupes de la Douma. La guerre d'usure se poursuit donc avec des combats incessants dans le Donbass. Reportage.
Les bombes russes tuent toujours à Kharkiv, la deuxième ville de l'Ukraine au nord-est du pays. D'après la police locale, au moins 3 civils sont morts dans une zone résidentielle bombardée et une offensive a échoué aux portes de la ville. Moscou a aussi visé la région de Mykolaiv dans le sud et la région de Donetsk dans le Donbass. Le ministère russe de la Défense semblait annoncer une pause dans les combats jeudi, mais Vladimir Poutine a au contraire défié les Occidentaux. Nous avons souvent entendu dire que l'Occident veut nous combattre jusqu'au dernier Ukrainien. C'est une tragédie pour le peuple ukrainien, mais il semble que l'on aille dans cette direction. Tout le monde devrait savoir, dans l'ensemble, que nous n'avons pas encore commencé les choses sérieuses. En même temps, nous ne refusons pas les pourparlers de paix. Ceux qui les refusent devraient savoir que plus cela durera, plus il leur sera difficile de conclure un accord avec nous. Ces déclarations interviennent alors que les États-Unis accélèrent leur livraison d'armes à Kiev. 2 sénateurs américains étaient sur place jeudi. Aujourd'hui, nous ressentons vraiment le soutien sans faille des États-Unis d'Amérique. Nous avons de nombreux défis tant sur le champ de bataille que dans le secteur civil. À cause des attaques constantes de missiles sur nos infrastructures civiles, nos bâtiments d'habitation, nos écoles, nos universités. Pour nous, l'objectif numéro 1 est que les femmes avec enfants puissent revenir en Ukraine d'ici le 1er septembre afin que les enfants puissent aller à l'école. Dans le Donbass, les moissons ont commencé dans des champs parfois mutilés par des cratères. La guerre complique les récoltes. De nombreux agriculteurs ont fui les bombardements et la main-d'œuvre manque. Les Russes occupent plus de 20% des terres agricoles en Ukraine. Et c'est tout pour cette session d'information sur Speedline Télévision. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Portez-vous bien et que Dieu nous garde.